En 1632, Amsterdam est une ville en plein essor, centre du commerce mondial, mais aussi un lieu où la science progresse à grande vitesse. Et parmi les institutions prestigieuses figure la Guilde des chirurgiens, qui commande chaque année un grand portrait officiel autour de son professeur d'anatomie, le prélector. Ces tableaux doivent magnifier la respectabilité du métier. Cette année-là, un jeune peintre de 26 ans reçoit pour la première fois cette commande prestigieuse, Rembrandt van Rijn, qui, au lieu de suivre la tradition, choisit d'insuffler du mouvement et de la dramaturgie. Ces dissections, réalisées sur des condamnés à mort, avaient lieu en public dans une structure de bois aux gradins étagés. Dans l'œuvre de Rembrandt, tout suggère que le public se trouvait exactement là où se tient aujourd'hui le peintre, et par extension, nous-mêmes. Le tableau représente une démonstration anatomique donnée par le célèbre docteur Nicolas Tulp, reconnaissable à son large chapeau noir. Autour de lui, 7 membres de la guilde, vêtus de noir et portant une fraise blanche impeccablement empesée, forment un groupe attentif et solennel. Un 9e personnage est bien sûr présent, le cadavre. Il s'agit d'Aris Kint, un criminel exécuté quelques heures plus tôt, pendu en janvier 1632 après avoir tué un citoyen d'Amsterdam. Selon la tradition, les condamnés à mort étaient livrés aux chirurgiens pour l'enseignement. Ici, Rembrandt choisit de le représenter nu, mais les parties intimes pudiquement couvertes. La composition est d'une intelligence rare. Une lumière crue éclaire 3 zones. Les visages des assistants, les mains du professeur Tulp et une partie du cadavre. Tulp dissèque le bras gauche. Il utilise une pince pour montrer un muscle, tandis que son autre main esquisse un mouvement explicatif. Ce geste, presque théâtral, structure la scène. Le corps occupe le centre de la toile. Ses pieds plongés dans l'ombre voisinent avec un énorme livre ouvert, probablement la Fabrica d'André Vézal, le grand traité d'anatomie du XVIe siècle. Un autre assistant tient d'ailleurs un ouvrage similaire pour comparer la théorie à la pratique. Une manière pour Rembrandt de rappeler que la science se construit autant par les livres que par l'observation directe. Rembrandt organise l'ensemble en triangle. Un triangle massif autour du docteur Tulp qui incarne le savoir. Un triangle interne de spectateurs penchés vers le cadavre. Un triangle externe dont les membres regardent parfois le spectateur, comme pour l'inviter à entrer dans la salle de dissection. Mais le réalisme de la scène n'est pas sans anomalie. Le corps semble intact alors qu'une véritable leçon d'anatomie se déroule normalement sur 3 jours. D'abord l'abdomen, puis la tête, et seulement ensuite les membres. Ici, seul le bras est ouvert, une vision beaucoup plus acceptable pour un tableau officiel. L'analyse radiographique a révélé un détail saisissant. La main droite du cadavre a été ajoutée par Rembrandt dans un second temps. Aris Kint avait en réalité été amputé de cette main lors d'une condamnation précédente pour vol. Rembrandt, sans doute d'un commun accord avec la guilde, a donc modifié le corps pour éviter un spectacle trop choquant ou trop humiliant. Au-delà du réalisme scientifique, la toile porte une dimension symbolique. Certains historiens y ont vu une évocation christique. Le corps étendu, la lumière qui le frappe, la compassion presque religieuse qui anime la scène. L'idée que la science contemple l'homme dans sa vulnérabilité comme une forme de méditation sur la mortalité. D'autres y lisent un message politique. La guilde montre ici sa maîtrise du savoir, sa discipline, son utilité pour la cité. La compétence des chirurgiens contraste avec la faute du criminel, transformé en instrument du progrès. Mais la force du tableau réside surtout dans ce mélange d'humanité et de théâtralité. Rembrandt ne peint pas seulement une leçon. Il peint le rapport entre la vie et la mort, entre le savoir et le mystère, entre la science et la dignité humaine. Avec la leçon d'anatomie du docteur Tulp, il signe non seulement un chef-d'œuvre, mais aussi sa première grande entrée dans la carrière de portraitiste officiel.